Nous continuons donc le cours sur les phénomènes de transport. Là, nous avons vu le principal, c'est-à-dire ce qui permet de résoudre pas mal d'exercices, puisque vous avez la loi phénoménologique, la loi de conservation, et puis on met les deux ensemble pour avoir l'équation différentielle qui concerne la température et qui permet donc de connaître la température en tout point et en particulier pour les régimes stationnaires, c'est-à-dire indépendants du temps, ceux qui nous intéressent le plus, puisque je vous ai dit que les régimes transitoires avaient moindre intérêt. Alors, j'ai tout mis sur une même page et vous avez effectivement remarqué que à chaque fois je me suis placé dans un cas où il n'y a ni source ni puits. Alors ceci n'est qu'un cas particulier. Donc nous allons voir maintenant le cas où il y a un terme de source. Alors pourquoi que source et pas source et puits? Tout simplement parce que dans la pratique, dans les exercices comme dans la réalité, il y a beaucoup de phénomènes thermiques dans lequel on a un phénomène de source. En revanche, le terme de puits, à ma connaissance, je n'en connais pas. Donc, on va se limiter au cas où on serait dans une situation où il y a d'une part un transfert de chaleur, avec pour le système une chaleur entrante, une chaleur sortante, mais au sein du système, il y aurait des sources de chaleur. Alors, je vous ai cité comme exemple effet Joule au sein d'un conducteur. Ça, on l'a vu dans la première partie, c'est-à-dire, je vous montre où on l'a vu. Voilà, on l'a vu ici, où je vous ai fait un bilan pour vous expliquer que les pertes par effet Joule, Q était égal à UI ou RI2 ou U2 sur R uniquement dans le cas où l'énergie interne de la résistance était constante et sa température était constante. Avant, Q est inférieur à P. J'en reviens à ce que je disais. Donc, voilà, on peut avoir un conducteur dans lequel on va chauffer d'un côté et refroidir de l'autre. Donc, il va y avoir une conduction de la chaleur d'une extrémité à l'autre, mais on a le droit de faire passer aussi un courant à l'intérieur. Et donc, à l'intérieur, on a J scalaire E qui est différent de 0. Et J scalaire E, je vous rappelle, c'est une puissance par unité de volume. Donc, il y a production de chaleur au sein du conducteur. Alors, il y a les réactions chimiques, exo- et endothermiques. Alors, c'est plus les exothermiques qui nous intéressent, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des phénomènes chimiques qui apportent de la chaleur à l'intérieur du système. Un autre exemple qui me tient à cœur, c'est les réacteurs nucléaires. Bon, vous avez des barres d'uranium qui sont plongées dans l'eau. Bon, il y a bien un phénomène de fission contrôlée et justement qui apporte de la chaleur pour réchauffer l'eau dans laquelle les barres d'uranium sont plongées. C'est ce qu'on appelle le système primaire. Et ensuite, ce système primaire est envoyé à un système secondaire avec un échangeur de façon à ne pas contaminer le premier système qui est radioactif avec le second système qui lui ne l'est pas. Et ce second système sert de source chaude. Il n'y a plus qu'à avoir une source froide.
l'atmosphère, un lac, une rivière, et on met entre les deux une turbine, et ça c'est un domaine que vous connaissez bien, puisque c'est une machine thermique ditherme. Donc voilà pourquoi on s'intéresse principalement aux sources. Alors, on en a déjà parlé pour les transports de particules, où j'avais mis ici les particules entrantes et sortantes, donc le flux de particules entrant et sortant, et ici j'ai mis deux termes, un terme de source et un terme de puits, et puis j'avais dit que la totalité, eh bien, c'était la variation du contenu en particules. Ici, je ne fais apparaître que le terme de source, puisque le terme de puits, je le passe sous silence. Alors, vous allez me dire, pourquoi on n'appelle pas ce terme de source Q, comme vous l'avez fait dans le cours sur les phénomènes de transport de particules? Eh bien, tout simplement parce que, si je remonte pour les phénomènes de particules, voilà, on avait vu que ceci était homogène à un flux de particules, c'est-à-dire en seconde moins 1. Donc l'homogénéité, c'était seconde moins 1, seconde moins 1, seconde moins 1, seconde moins 1. Et Q, eh bien, c'était en mètres carrés, mètre moins 3, seconde moins 1. Donc c'était la quantité de particules soit créées, soit disparues, par unité de volume, par unité de temps. Or, concernant les phénomènes de transport, eh bien, nous avons un terme ici qui est homogène à une puissance, donc en watts. Puisque je vous rappelle que ça c'est en watts mètre moins 2, donc ça nous fait des watts. C'est la raison pour laquelle, eh bien, on ne va pas l'appeler Q, mais on va l'appeler P. P comme puissance. Alors, en fait, c'est un petit p, car c'est une puissance par unité de volume. Vous voyez qu'elle est en joules, seconde moins 1, c'est donc des watts, watts, mètre moins 3. Donc, on introduit, à la place de QS ou QP, eh bien, un PS, et on l'appelle P parce que c'est une puissance volumique. Donc vous voyez bien que quand on fait l'intégrale triple de P dV, on a bien des watts. Donc là on a des watts, là on a des watts, et là on a également des watts. Donc tout ceci est homogène, donc c'est une équation que j'ai déjà repris pour les phénomènes de transport de particules. Je ne vais pas recommencer, d'autant que le petit jeu va être le même. On met tout d'un côté avec une intégrale triple, on dit que c'est vrai quel que soit V, et le terme qui reste à l'intérieur, on dit qu'il est égal à 0. Donc si on fait toutes ces petites manipulations mathématiques, et c'est la troisième fois qu'on les fait, donc je pense que vous savez les faire maintenant, eh bien on arrive à une équation locale de conservation de la chaleur, où vous voyez sur la gauche eh bien, le même terme que celui qu'on a obtenu à la page précédente, et comme pour les particules, on met le terme de puissance volumique de l'autre côté. Et vous voyez que si je considère qu'il n'y a pas de terme de source à l'intérieur du système, c'est égal à 0, et je retrouve bien l'équation locale de conservation de la charge, de la chaleur, comme je l'ai écrit ici. Voilà, donc là, le second membre était nul. Donc on ne fait que rajouter un second membre, mais attention, rappelez-vous qu'il est c'est une puissance par mètre cube. Alors, après, quand on remplace J par la loi de Fourier, eh bien, on obtient une équation différentielle de diffusion thermique et qui contient un second membre. Vous voyez que ici, il n'y a pas de second membre.
eh bien là, il y a un second membre qui est toujours ce terme de puissance par mètre cube. Donc vous voyez que si on a une source, eh bien si j'ose dire, si on a compris ça, équation différentielle de diffusion, équation locale de conservation de la chaleur, eh bien quand il y a un terme de source, on le met dans le second membre, en se rappelant qu'il s'agit d'une puissance volumique. Bon voilà, je voulais faire ce complément parce que certains exercices, il faut faire attention qu'il y a un terme de source et il ne faut pas l'oublier, sinon tout le résultat s'en fout. Deuxième point important, mais là vous allez commencer à en avoir marre, nous avons établi la résistance électrique, nous avons établi la résistance à l'écoulement des particules, il nous reste à établir la résistance thermique. Alors je vous rappelle que ces résistances, d'une façon générale, elles s'écrivent comme le rapport des causes sur les conséquences, les causes en termes de différence entre le paramètre intensif aux deux extrémités du système unidirectionnel, divisé par le flux du phénomène de transport de la grandeur. Donc, c'est dans ces seuls cas qu'on établit les termes de résistance dans le cadre du programme. Je dis bien dans le cadre du programme. Donc, je me place dans le cadre du programme. Je vais considérer un écoulement unidirectionnel. Donc, on va bien avoir une température à un bout et une température à l'autre extrémité. On considère qu'on est sans source et on se place en régime stationnaire. Donc, les températures aux deux extrémités restent constantes et entre les deux s'établit un gradient de température qui est une constante du temps. Donc, vous voyez que si je reprends ici l'équation de diffusion, il n'y a pas de source, donc ce terme-là est nul. C'est stationnaire, donc la dérivée temporelle est nulle. Le moins lambda est différent de 0, donc il nous reste Laplacien de t égale 0. Mais comme on a choisi quelque chose d'unidimensionnel, par exemple selon x, eh bien, des trois termes du Laplacien, il ne reste qu'une seule dérivée seconde par rapport à la variable d'espace. Donc, vous voyez que si j'applique ces hypothèses à cette équation, elle se réduit, c'est pas une surprise, à d de t sur dx2, comme on avait trouvé d2 n étoiles sur dx2, et qui se résout rapidement puisqu'on intègre deux fois, et en intégrant deux fois, on voit que la température est une fonction affine de l'espace, avec deux constantes qui apparaissent, et on obtient ces deux constantes en écrivant la température que l'on connaît à une extrémité, puis la température que l'on connaît à l'autre extrémité. Alors, prenons un exemple, un cylindre. Alors, il ne faut pas prendre cylindre, j'en profite, au sens propre du terme. J'entends par là que le programme nous dit de prendre des phénomènes unidirectionnels, entre guillemets, tel un cylindre, mais un cylindre, vous allez penser que la section est un disque. Or, vous verrez, quand on va faire par exemple le double vitrage, eh ben, on considère qu'une vitre, c'est un cylindre, mais la section, à ce moment-là, elle est rectangulaire, et ce qui fait office de longueur, en fait, c'est l'épaisseur. Donc, attention, c'est cylindre au sens le plus large. Autrement dit, la section n'est pas forcément ronde, c'est-à-dire un disque comme dans un vrai cylindre. Quant à la longueur,
eh bien, elle peut être remplacée par l'épaisseur. On verra ça dans l'exercice suivant. Donc voilà un cylindre de section S, de longueur L, avec à ses extrémités une température T en x égale 0, qu'on appelle T0, que l'on connaît, et une température à l'autre extrémité en x égale L, que l'on connaît, équivaut TL, puisque je vous rappelle que c'est stationnaire, donc T0 ne dépend pas du temps, et elle est en un point. TL ne dépend pas du temps, et elle est en un point. Arbitrairement, je choisis de prendre TL inférieur à T0. Il faut absolument que je précise cette inégalité, puisque on sait que les phénomènes de transport sont dirigés vers les paramètres intensifs décroissants, donc ici vers les températures décroissantes. Donc on sait que le phénomène de transport va se faire de la température la plus chaude, T0, vers la température la plus froide, TL. Donc voilà l'expression de la fonction affine, on l'écrit en 0, ça permet d'avoir accès à une des constantes, puis on l'écrit à l'autre extrémité, et ça permet d'avoir l'autre constante, et on remplace. Vous voyez que cette formule, eh bien une fonction affine, et je la comparerai à ce qu'on a vu pour les particules, sauf que ici elle était un peu plus compliquée, parce que je ne m'étais pas passé en 0 et L, mais en x1 et x2, ce qui fait qu'il apparaissait un x1 ici, ce qui n'est pas le cas dans l'exemple que je suis en train de vous citer. Donc voilà l'expression de la température, on vérifie qu'elle est homogène, on vérifie qu'elle s'exprime bien en fonction des données de l'énoncé, et on vérifie bien qu'elle est linéaire, enfin affine. Alors ensuite, on déroule. Quand on a la température, si on nous demande J, eh bien vous utilisez la loi de Fick, moins lambda gradient de T, et le gradient ici, eh bien, se limite à une dérivée par rapport à x. Je l'ai fait ici sans vecteur. Donc on obtient cette expression-là. Si on me demandait le vecteur JQ, eh bien j'aurais la même expression ici. Et comme je vous l'ai dit, puisqu'il est dirigé de 0 vers L, température dans le sens des températures décroissantes, donc de 0 vers L, c'est-à-dire qu'il est, le vecteur unitaire ici serait UX. Si après on nous demande le flux à travers une section transversale du cylindre, eh bien, comme je vous l'ai dit, pas la peine de sortir la tirelire lourde pour calculer l'intégrale double sur une surface ouverte de J scalaire ds, il suffit de multiplier par S, puisque effectivement, bien entendu, en prenant soin d'orienter S tel que le vecteur S soit dirigé lui aussi dans le sens de X, pour éviter de faire apparaître un signe moins. Mais ce n'est pas obligatoire. Hein. Mais là, sous-entendu, je me suis arrangé pour que orienter la surface tel que le vecteur surface soit dans le même sens que le vecteur J. Alors, pourquoi il nous fallait phi? Eh bien, il nous faut phi pour avoir l'expression de la résistance thermique. La résistance thermique, c'est, eh bien, comme je vous disais, les causes, c'est-à-dire la valeur absolue, eh bien, de cette différence de température entre les deux extrémités qui a créé l'hétérogénéité du paramètre intensif, donc qui a créé le phénomène de transport de chaleur, que l'on divise
par le flux. Cette expression est un peu universelle. Donc, on a l'expression du flux et on fait valeur absolue de T0 moins TL. Vous voyez que je suis sans arrêt dérangé. Je ne l'invente pas. Bon, je vais un peu me taire, excusez-moi. Bon, voilà. Vous voyez bien que de 9h du matin à 10h du soir, sans arrêt, ça sonne. Parce qu'il faut dire que je suis aussi de garde au centre Covid-19 du 5e. Donc, mais bon, là, je vais finir quand même cette vidéo. Donc, si j'en viens à mes moutons, si on fait cette opération, et bien, vous voyez qu'on obtient une expression assez simple de RQ qui vaut L sur lambda S. Et vous voyez que ce n'est pas si difficile que ça à retenir. C'est L sur la conductivité thermique fois S. Si on revient en arrière et qu'on regarde l'expression de la résistance à l'écoulement des particules, L sur ds. Si on retourne encore en arrière et qu'on regarde la résistance électrique, c'est L sur gamma S. Donc vous voyez que elles sont, comme je vous l'avais promis dans la présentation, on a des expressions formellement identiques. Alors, ça va être intéressant pour, en pratique, s'intéresser à l'intérêt du double vitrage par rapport au simple vitrage. Si je pouvais avoir ça, non, je ne peux pas le déplacer. Donc, on prend une vitre simple. Donc, comme je vous le disais, la surface, en fait, elle va être rectangulaire, mais je m'en fiche, je l'appelle grand S. Et la longueur de ce cylindre de section transversale rectangulaire, c'est en fait ce que vous appelez l'épaisseur. Donc pour nous, on assimilera la vitre à un cylindre de longueur ou d'épaisseur L et de surface rectangulaire, mais peu importe, S. Et il est fait en verre, donc de conductivité lambda verre. Je vous rappelle que le verre, c'est facile à se rappeler, son ordre de grandeur, c'est 1. Alors, à l'intérieur, on a une température TI, et à l'extérieur, on a une température TE. Donc, si on applique la formule qu'on a vue juste avant, alors la résistance d'un simple vitrage s'écrit L sur lambda verre fois S. Ce qui nous permet d'avoir le flux thermique pour un vitrage simple qui est égal à TI moins TE sur lambda V SL. On peut remarquer qu'avec mon orientation, l'orientation que j'ai choisie pour S, si la température intérieure est supérieure à la température extérieure, on a un flux de chaleur positif, et à contrario, si la température intérieure est plus petite que la température extérieure, on a un flux qui est négatif. Bon, tout ça est un problème de convention. Alors maintenant, on va s'intéresser au double vitrage. Alors, comme vous le savez, dans un double vitrage, il y a deux vitres, et entre les deux vitres, il y a une tranche d'air. Alors, comme je vous l'ai déjà dit précédemment, c'est pas le verre avec sa norme dont l'ordre de grandeur est égal à 1 qui va être le plus important, alors que le gaz qui est entre les deux, l'ordre de grandeur est de 10-2, donc il y a un facteur 100 entre les deux. Donc c'est bien la tranche d'air compris entre les deux glaces qui va être le facteur
qui va diminuer le flux thermique vers l'extérieur. Alors j'ai choisi de prendre deux vitres d'épaisseur L sur 2. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il a pris L sur 2, il n'a pas pris L? Eh bien j'ai pris L sur 2 tout simplement pour que le poids de ma fenêtre reste identique, puisque vous voyez que la quantité de verre qui pèse lourd est la même. J'ai deux vitres de L sur 2, donc c'est comme si j'avais un simple vitrage de L. Je n'ai pas changé le poids de ma fenêtre, ça m'évite, ça me fait faire des économies. Et puis à l'intérieur, il y a une tranche d'air avec une conductivité R qui est 100 fois plus faible que lambda vert. Et j'ai choisi, pour simplifier les calculs, qu'elle valait L sur 2. Voilà. Alors, eh bien, là encore, je crois que je vous ai donné dans le TD, je vous ai demandé de faire une analogie entre les associations de résistance série, parallèle, électrique, thermique ou d'écoulement. Elles sont strictement identiques. On a vu que pour les résistances électriques, quand elles sont en série, elles s'ajoutent. Quand elles sont en parallèle, eh bien l'inverse de la résistance est égal à la somme des inverses des résistances. Eh bien, il en est de même pour les résistances à l'écoulement des particules, il en est de même pour les résistances thermiques. Donc quand elles sont en série, elles s'ajoutent. Quand elles sont en parallèle, eh bien l'inverse de la résistance équivalente est égale à la somme des inverses de chacune des voies parallèles. Donc ici, on a bien en série une vitre, de l'air, une vitre. Donc il suffit tout simplement de rajouter la résistance de la première vitre, la résistance de l'air et la résistance de la deuxième vitre. Alors, j'ai mis dans un seul membre la résistance des deux vitres. Donc voilà l'expression de la résistance du vitrage qui a vu son épaisseur divisée par 2. Mais comme il y a deux vitres, vous voyez bien qu'on revient à la même chose. Et c'est rajouté donc la résistance due à l'air, en sachant que lambda R ici est 100 fois plus faible que lambda vert. Alors l'intérêt, c'est de comparer la résistance du double vitrage à la résistance du simple vitrage. C'est la raison pour laquelle j'ai réaménagé cette expression de façon à faire apparaître le simple vitrage, L sur lambda vert S, que j'ai mis en facteur L sur lambda S vert. Facteur de quoi? Facteur de 1 plus lambda vert sur 2 lambda R. Ce n'est pas une formule universelle. Hein. Le 2 ici, il vient du 2 ici. Hein. Donc n'apprenez pas cette formule par cœur. Si j'avais pris L sur 3, je n'aurais pas le même facteur ici. Alors, je vérifie que cette formule est homogène, et ici, je reconnais la résistance d'un vitrage simple. Ici 1, et ici le rapport des conductivités, donc conductivité du verre sur conductivité de l'air. Et je vous dis, il est apparu un facteur 2 ici, parce que j'ai pris L sur 2 ici. Si j'avais pris autre chose, j'aurais un autre facteur ici, mais j'aurais toujours lambda vert sur un certain nombre de fois lambda R. Donc ça me permet de voir rapidement que R double, c'est égal à R simple multiplié par ceci. Or, le terme important, c'est celui-là. Et je vous rappelle, je vous ai dit, lambda R est 100 fois plus grand que lambda vert. Donc, vous voyez que ce facteur lambda R sur lambda vert sur lambda R, eh bien, va faire que la résistance double vitrage va être beaucoup plus importante. Bon, si on fait le calcul,
ça fait 25 R simple. Donc vous voyez que la résistance thermique du double vitrage est 25 fois plus importante que la résistance du simple vitrage. Donc j'ai une résistance thermique plus importante, donc un flux thermique d'autant plus faible, puisque je vous rappelle que le flux est inversement proportionnel à la résistance. Plus la résistance thermique est importante, plus le flux de chaleur est faible. Donc, si on s'intéresse au flux de chaleur, eh bien, on découvre que le flux du simple vitrage est 25 fois plus important que le flux du double vitrage, d'où l'intérêt du double vitrage. Alors c'est vrai que si j'avais été face à vous, je vous aurais fait tout un débriefing sur les différents types de vitres et comment pas se faire avoir par un vendeur qui veut vous vendre une fenêtre plus chère qui n'est pas plus isolante. Mais là, comme je ne peux pas écrire, c'est difficile de vous le faire. Donc ça, c'est un exemple très classique, hein, comparaison du simple vitrage avec le double vitrage. Maintenant, on peut faire beaucoup de choses avec ce double vitrage. Alors, ça peut être un exercice, vous pouvez vous amuser à faire le calcul, ça sera un très bon entraînement. Il y a deux types de vitrage thermique. Le 4, 6, 4. Ça veut dire 4 mm de verre, 6 mm d'air, 4 mm de verre. C'est le vitrage thermique basique. Il y a le double vitrage plus performant, c'est du 4, 10, 4. Donc vous voyez que les épaisseurs de verre sont les mêmes, 4 mm, 4 mm, mais maintenant on a augmenté l'épaisseur de l'air qui est passée de 6 à 10. Donc c'est plus isolant. Alors vous allez me dire, eh bien on devrait faire du 4, 24, du 4, 34. Grosse erreur, comme on le verra dans le chapitre suivant. En effet, si la tranche d'air est trop importante, eh bien, on a un phénomène de convection. Oh là là! On a un phénomène de convection. Bon, excusez-moi. Bon, ça doit être une urgence, mais peu importe. Je veux finir cette vidéo. Donc, si on était tenté d'augmenter trop la largeur de l'air, eh bien, il se passe à ce moment-là à l'intérieur un phénomène de convection, et ce phénomène de convection, eh bien, fait perdre complètement le caractère isolant thermique de la vitre par un phénomène que l'on verra dans une vidéo suivante, qui est la conducto-convection. Donc faites-moi confiance, voilà, on est limité techniquement par l'épaisseur d'air si on ne veut pas faire apparaître ce phénomène de conducto-convection qui fait que la vitre froide et la vitre chaude sont rapidement en contact et qu'à ce moment-là, on a perdu tout intérêt du vitrage. Alors maintenant, il existe, et ne vous faites pas avoir, on vous présentera des fenêtres où on a remplacé l'air, par exemple, par de l'argon, du néon, etc., etc. Et on vous la vendra bien entendu plus cher en vous disant qu'elle est plus isolante. Alors d'une part, si on regarde les différences de conductivité thermique entre l'air, l'argon et le néon, le facteur de gain est infime. C'est donc du blabla. Et d'autre part, c'est une arnaque parce que peut-être qu'au moment où vous achèterez la vitre,
elle contiendra effectivement, entre le double vitrage, de l'argon ou du néon. Mais cette vitre n'est pas parfaitement étanche. Et au niveau des joints tout autour de la fenêtre, eh bien, votre argon et votre néon va mettre quelques mois, voire une année, pour sortir et être remplacé par de l'air. Donc vous aurez acheté une fenêtre qui contient de l'argon et du néon avec un gain très très faible. Et de toute façon, cet argon et ce néon va sortir de l'intérieur de la fenêtre et être remplacé par de l'air. Donc vous êtes fait doublement avoir. Quatrièmement, il existe des fenêtres qui sont faites en 10, 10, 4. Alors vous voyez que là, on n'a pas dépassé une épaisseur d'air de 10, parce qu'au-delà, je vous dis, on a de la convection qui intervient, mais on a largement épaissi la vitre extérieure, qui est passée de 4 mm à 10 mm, voire plus que 10 mm. Alors le problème majeur, c'est le poids, car le verre, ça pèse très très lourd. Donc plus on augmente l'épaisseur de la vitre externe, plus lourd est la fenêtre et plus lourds sont les travaux, puisqu'il faut refaire non seulement les ferrements, mais également les dormants. Donc ça coûte beaucoup plus cher. Alors, ces fenêtres sont certes thermiques, puisqu'il y a 10 mm d'air, mais elles sont aussi phoniques. Et elles sont phoniques par la vitre extérieure. En effet, si on veut s'isoler phoniquement, il faut que les surpressions de l'extérieur arrivent sur une paroi rigide. Si la paroi est rigide, elle ne bouge pas. Donc de l'autre côté, eh bien, ne passe pas ces surpressions. Donc on a des surpressions qui arrivent sur la face externe de la vitre externe, mais comme elle est rigide parce qu'on l'a fait très épaisse et très lourde, eh bien sur la face interne de la vitre externe, eh bien il n'y a pas de mouvement de cette face et donc pas de surpression qui vont après aller se propager à l'intérieur de la pièce. C'est une fenêtre phonique qui est en prime thermique. Alors le programme nous demande de faire ceci, c'est-à-dire une comparaison entre électrique et thermique pour bien vous montrer l'analogie formelle des formules. Alors voilà, la loi d'Ohm locale, la loi de Fourier, la définition du flux avec son exception, le flux se note I, et ici se note bien phi. Le paramètre intensif, ici le potentiel électrique, ici la température. La caractéristique qui nous permet de voir l'importance du phénomène de transport électrique ou de transport thermique, ici la conductivité électrique, ici la conductivité thermique, avec leurs unités respectives. Vous voyez qu'elles ne sont pas les mêmes. Les lettres gamma et lambda ne sont pas consacrées par l'usage. On peut prendre d'autres lettres grecques. La notion de résistance, dont je vous disais, voilà, delta Y, variation entre les deux extrémités, ce n'est pas un laplacien ici, hein, variation du paramètre intensif entre les deux extrémités d'un système unidirectionnel, divisé par le flux du transport de charge. Donc la résistance électrique, que vous connaissez bien, la loi d'Ohm intégrale, qui est en ohm, et la résistance thermique, delta T sur phi T, et vous voyez là encore, attention, ce n'est pas la même unité, toutes les résistances ne s'écrivent pas avec la même unité, ne mettez pas des ohms pour une résistance thermique. Et ce que je vous disais,
Bien, quand on fait une association de série, les résistances s'additionnent en électricité comme en thermique, et quand c'est une association parallèle, eh bien, l'inverse de la résistance équivalente est égale à la somme des inverses. Alors, on aurait pu rajouter un troisième tableau, mais c'est pas au programme, je ne sais pas pour quelle raison, sur le transport de particules, et ben, là, on aurait la loi de Fick, là, on aurait phi, là, on aurait n étoiles, là, on aurait la diffusivité, là, on aurait n étoiles, et puis ça serait identique. Si vous en êtes à l'état de vous dire on répète toujours la même chose, vous êtes au point. Bon, il va falloir que je vois si on ne m'attend pas en urgence pour d'autres raisons que des raisons de pédagogie. Et on attaquera dans la prochaine vidéo quelque chose qui est beaucoup plus délicat, qui sont les phénomènes de conducto-convection. Et il est bon que je fasse une vidéo entière dessus. Comme vous le voyez, je vous laisse voir un aperçu. Mathématiquement, ça va devenir beaucoup plus désagréable. Bon, je vous souhaite un bon dimanche et à bientôt.